La Russie passe à la contre-offensive dans la région de Koursk. Notre experte décrypte les informations disponibles pour l'instant. Le maire de Bruxelles prévient qu'il n'est pas question de céder à la menace de la Hongrie et d'accueillir les migrants que les autorités envisagent de transporter par bus. Cette année, près de 200 000 élèves sont impactés par une pénurie d'enseignants au Portugal, en cause, selon les syndicats, des salaires peu élevés et une charge de travail importante. Russia goes on counteroffensive in Kursk region a little over a month after Ukrainian forces' lightning incursion. The size, scale and potential prospects of the operation are unclear and the situation remains fluid as of today, but let's take a closer look at where the movement is. As per the available information, the counterattacks started along western edge of the Ukrainian salient. Here, this is this area in red, and they're also reportedly trying to advance from a few axes from the north, northeast and west. These are these yellow areas here. Now, look at this area here, west of Snagost. This is where Ukrainian forces reportedly began new attacks against Russian counteroffensive. There are claims that Ukrainian forces are operating southwest of Snagost, which is roughly 5 kilometers from the international border, suggesting that Ukrainian forces recently advanced near the settlement, reportedly after crossing the border. Russian Ministry of Defense and Russian mill bloggers claim that those Ukrainian attacks have been repelled, but it is unclear how much force Ukraine has committed to the reported counterattack. The Institute for the Study of War says available visual evidence suggests that Russian forces counterattacking in Kursk region may be using elements of more combat experienced units to conduct counterattacks, although it is unclear how effective those operations will be, since some of these units have been heavily degraded and reconstituted many times. Russian forces may intend to temporarily bisect the Ukrainian salient in Kursk region before beginning a more organized and well-equipped effort to push Ukrainian forces out of Russian territory. Moscou est de nouveau la cible de sanctions occidentales alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine. Les États-Unis imposeront désormais des restrictions sur la fourniture de services informatiques et de logiciels à la Russie. Ces sanctions, annoncées en juin, visent à perturber la dépendance aux technologies occidentales de l'industrie russe de la défense, selon le ministère américain des Finances. Il est désormais interdit aux citoyens américains de fournir certains services à la Russie, parmi lesquels le conseil et la conception informatique ainsi que la fourniture de logiciels de gestion ou de fabrication. Ces sanctions viennent s'ajouter aux restrictions commerciales massives imposées à Moscou par l'Union européenne depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le secteur de l'informatique a déjà été ciblé par Bruxelles, de même que les domaines des télécommunications et des assurances. Selon la Commission européenne, l'UE a interdit plus de 48 milliards d'euros de marchandises russes destinées au continent, tout en bloquant 91 milliards d'euros de marchandises destinées à Moscou. Des organisations de défense des droits de l'homme appellent l'Union européenne à agir pour lutter contre la violence croissante à l'encontre des réfugiés syriens à Chypre et au Liban. Les ONG parlent même de déportation forcée. Elles ont donc rencontré des représentants européens et des gouvernements nationaux pour qu'ils prennent des mesures. It's this triangle between Lebanon, Syria and Cyprus that has been catalyzing the catastrophe, actually, of Syrian refugees. We know for a fact that many of those who have been forcibly returned have been detained on arrival or conscripted in the forced military service of the government. And in a way, many have also, as I said earlier, ended up serving in the Russian army. L'instabilité au Liban, qui accueille 1,5 million de réfugiés syriens, a poussé les demandeurs d'asile à tenter de traverser la Méditerranée pour rejoindre Chypre. En réponse, Nicosie a décidé en avril de suspendre le traitement des demandes. Le gouvernement rejette également les accusations concernant les refoulements. Chypre et 7 autres pays membres ont signé cet été une lettre dans laquelle ils demandent à l'Union de reprendre le dialogue avec la Syrie. Le pays est principalement sous le contrôle du président Bachar el-Assad après 13 ans de guerre contre son régime.
There should be no discussion about returning Syrians. There should be a discussion about accountability in Syria. There should be a discussion about if we want Syrians to want to go home, then there is an issue of war criminals shouldn't be still in power. War criminals shouldn't still be completely controlling the economy of the country. Un rapport publié en février par les Nations Unies souligne que la Syrie n'offre pas de conditions sûres aux réfugiés qui rentrent chez eux, car ils sont soumis à des violations flagrantes des droits de l'homme et à des abus. Un embrasement de la région n'est pas inéluctable. C'est ce qu'a déclaré Joseph Borrell lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères libanais ce jeudi à Beyrouth. Après l'Égypte, le chef de la diplomatie européenne est en visite au Liban avec pour objectif de préserver la stabilité du pays et d'empêcher une escalade entre Israël et le Hezbollah. Car cette visite se déroule dans un contexte de tension régionale. Le Liban subit en effet, le long de sa frontière avec Israël, les retombées de la guerre dans la bande de Gaza. Ces derniers mois, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne se sont intensifiés, faisant craindre un embrasement de la région. Le chef de la diplomatie européenne s'est également rendu au siège de l'ONU, où il a rencontré quelques-uns des 10 000 soldats de la FINUL, la mission de paix des Nations Unies dans le pays. Déployés depuis 1978, les casques bleus sont chargés de surveiller la ligne bleue, nom donné à la frontière entre le Liban et Israël. Les Pays-Bas célèbrent le 80e anniversaire de la libération du pays de l'Allemagne nazie avec un concert dans un cimetière pour les soldats américains morts au combat. Le cimetière de Margraten sert de cadre pour les commémorations. Des centaines de personnes ont même décidé d'adopter certains soldats qui y sont enterrés. All the soldiers that are remembered here are adopted. And we expect from the adopters that they visit the grave regularly. Birthday, the day he died, Memorial Day in May, Christmas. There are always people here running around with flowers and going to their soldier. Les personnes qui adoptent une tombe la visitent régulièrement et y déposent des fleurs ou entretiennent des liens étroits avec les familles des morts aux États-Unis. It can't be overstated. If we don't take the opportunity to remember, then we lose the opportunity to understand the significance of their sacrifice. And it's maybe a simple act of bringing flowers or a larger act of running the program, but at the core, the Dutch families never want their next generations to forget the sacrifice and the blood that was spilled for their freedom. En adoptant les tombes des soldats américains, les habitants locaux s'engagent à ne jamais oublier ceux qui ont perdu la vie en combattant l'Allemagne nazie. Cet acte de commémoration a commencé dès la fin de la guerre et se poursuit encore aujourd'hui. La ville de Bruxelles n'accueillera pas les migrants que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán menace de transporter par bus. Le bourgmestre, autrement dit le maire de la capitale belge, veut mettre les points sur les i. Il assure que sa ville ne sera pas prise en otage par les autorités hongroises. Ces bus ne rentreront pas, d'ailleurs à mon avis, ils ne quitteront pas Budapest. C'est vraiment de la provocation qui est faite, mais il faut être très clair, ils devront d'abord passer par d'autres frontières européennes. Nos collègues allemands et nous-mêmes, j'ai eu le Premier ministre belge en ligne, nous bloquerons ces bus si jamais ils partent. Mais on sent de la provocation, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. La menace hongroise est une réponse à l'amende de 200 millions d'euros décidée en juin par la Cour de justice de l'Union. Les juges ont estimé que Budapest ne respectait pas les règles européennes en matière d'asile. En réaction, la Hongrie dit vouloir offrir un aller simple pour Bruxelles sur base d'une décision volontaire, affirment les autorités hongroises. De son côté, la Commission estime que cette intimidation est inacceptable. Elle précise être en contact avec les pays situés sur la route du convoi afin de s'assurer que les bus soient bloqués si cette menace devait être mise à exécution. Le bourgmestre de Bruxelles s'en prend d'ailleurs directement aux dirigeants hongrois. Philippe Claus s'interroge sur le droit du pays à présider le Conseil de l'Union européenne. C'est pas comme ça qu'on construit l'Union. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils président l'Union. Et je pense qu'ils n'en ont pas les capacités. Il est peut-être temps de réfléchir à savoir si la Hongrie a en effet les capacités pour présider l'Union européenne. Je ne le pense pas. Selon les règles européennes, les migrants ont le droit de demander l'asile dans le premier État membre d'arrivée sur le territoire de l'Union.
En cette période de rentrée scolaire, il y aurait environ 800 postes d'enseignants vacants dans les écoles portugaises, une pénurie qui concernerait près de 200 000 élèves, le double de l'année dernière. Esta é uma situação, por exemplo, mais grave que o ano passado. O ano passado, nesta altura, seria na ordem dos 100 mil, o que já era gravíssimo, e que tem vindo naturalmente a agravar-se. Porquê? Porque ainda o ano passado se aposentaram 3.521 professores e chegaram ao sistema talvez 700 ou 800. Cette pénurie s'explique notamment par des bas salaires et une charge de travail élevée. Des conditions de travail qui ces dernières années ont poussé des milliers d'enseignants à jeter l'éponge. Nos últimos 6 anos, mais de 14.500 professores, e nós falamos de um universo de 120 mil, 130 mil, portanto mais de 10% de jovens professores devidamente qualificados abandonaram a profissão. D'ici 2030, environ 50 000 enseignants devraient quitter le système éducatif portugais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de diplômés pour compenser ces départs à la retraite. Le gouvernement a déjà mis en place un plan pour faire face à ces pénuries, mais les syndicats soulignent des lacunes. Nós temos problema de envelhecimento da profissão. Esse plano aposta muito em conseguir recuperar aposentados e em conseguir manter na profissão pessoas que já têm 60, quase 70 anos e não se aposentarem já, pagando-lhes brutos 750 euros. É claro que ninguém fica por isso, não é? As pessoas anseiam por se aposentar. Pour le gouvernement, la solution passe aussi par une révision du statut des enseignants pour rendre ces carrières plus attractives. Une première réunion à cet effet est prévue avec les syndicats le 21 octobre.